Lucie dormait depuis 3 jours sous le même morceau de carton, près d'un poteau tordu au bout de la rue Montmartre, juste derrière un vieil entrepôt fermé depuis des années. Elle avait 7 ans, même si elle ne se souvenait plus de la date de son dernier anniversaire. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle se levait, retirait son pantalon déchiré et marchait d'un pas rapide jusqu'à la boulangerie. Là, elle attendait patiemment que le boulanger apporte le plateau avec les restes de la veille. Elle ne demandait jamais rien, elle prenait seulement ce que les chiens n'avaient pas pris. Elle ne parlait à personne. Elle avait appris que plus elle passait inaperçue, plus elle pouvait rester longtemps au même endroit sans être chassée. Le jour, elle se cachait dans l'entrepôt, où elle trouva une vieille chaise cassée, une couverture humide et des caisses en bois avec lesquelles elle se construisit une sorte de petite maison. Lucie adorait construire des choses, les empiler, les démonter et les remonter. Personne ne savait qu'elle était là, et c'était mieux ainsi. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de la ville, l'architecte Gabriel Rivière commençait sa journée en poussant son fauteuil roulant dans le couloir silencieux de son appartement. La lumière filtrait à travers les grandes fenêtres, se reflétant sur le mobilier élégant et froid. Gabriel, 43 ans, ne parlait plus beaucoup à personne. Depuis l'accident qui l'avait laissé paralysé des pieds à la taille, sa seule constante était sa routine, un café au bord de la mer, consulter ses anciens plans, puis s'asseoir devant son ordinateur sans l'allumer. Autrefois, il était connu dans tout le pays. Il avait conçu des hôpitaux, des universités et même un musée. Mais depuis la crise, les projets avaient cessé d'arriver. On le regardait avec pitié, comme s'il n'était plus utile. Sa famille avait déménagé, ses associés l'évitaient et il ne se reconnaissait plus. Ce jeudi-là, Gabriel reçut un appel de son avocat. Il devait visiter un terrain hérité de sa mère, une propriété avec un bâtiment abandonné à vendre. Il n'aimait pas sortir, mais il accepta. C'était le moins qu'il puisse faire pour tourner la page. En arrivant sur place, la première chose qu'il remarqua fut le silence. L'entrepôt était sale, les murs défraîchis et les fenêtres brisées. Alors qu'il avançait lentement à l'intérieur, il entendit un bruit strident, comme si quelque chose était tombé. Il s'arrêta. Silence. Il s'avança un peu et la vit. Lucie était blottie derrière des caisses, les yeux grands ouverts, le visage sale et les pieds nus. Elle ne cria pas et ne s'enfuit pas. Elle le regarda simplement comme si elle savait qu'il ne lui ferait aucun mal. Gabriel ne dit rien non plus. Il l'observa quelques secondes, puis baissa les yeux. « Vous habitez ici ?» demanda-t-il sans élever la voix. Elle ne répondit pas. Elle se leva simplement, ramassa un vieux carnet abîmé par terre et attendit. « Tu n'as pas besoin de partir, dit-il. Je veux juste inspecter les lieux. » Lucie le regarda avec suspicion, mais ne bougea pas. Gabriel poursuivit son exploration, poussant sa chaise le long du couloir central. En passant près d'elle, il sentit une légère odeur d'humidité et de terre, mais aussi autre chose, un dessin dans le carnet qu'elle tenait. C'était une structure, le dessin technique d'un pont, non pas un gribouillage d'enfant, mais un plan avec des règles, des proportions et des lignes précises. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Lucie baissa la tête comme si elle avait fait quelque chose de mal. « C'est joli » ajouta-t-il presque à voix basse. Elle le regarda de nouveau. Pendant une seconde, Gabriel sentit que cet enfant n'était pas comme les autres, et il comprit que quelque chose dans sa vie était en train de s'organiser, que quelque chose allait changer. Il ne savait ni comment ni pourquoi, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il verrait ses grands yeux et ce vieux carnet. Et Lucie, bien qu'elle ne dît rien, le savait aussi. Lorsqu'elle le vit s'éloigner, poussant lentement sa chaise pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas de peur. Elle éprouva de la curiosité. Gabriel, lui, ne parvenait pas à oublier la fillette pendant tout le trajet du retour. Pendant que le chauffeur téléphonait ou observait la circulation dans le rétroviseur, Gabriel restait silencieux, regardant par la fenêtre. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant qui s'était gravé en lui. Ce n'était ni de la peur, ni une supplication. C'était un calme étrange, comme si elle s'était déjà résignée à ne plus rien attendre de personne. De retour chez lui, Gabriel se rendit directement à son bureau. Il ouvrit un des dossiers où il conservait ses anciens projets et commença à chercher. Il trouva le dessin d'un pont qu'il avait conçu des années auparavant et le compara mentalement avec celui qu'il avait vu dans le carnet de la jeune fille. Ce n'était pas la même chose, mais la logique, la structure, étaient similaires, trop similaires pour un enfant de 7 ans non entraîné. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Le lendemain matin, sans prévenir personne, il retourna à l'entrepôt.
La fille n'était pas là. Il attendit un moment, se déplaçant péniblement entre les caisses, l'appelant à voix basse. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il entendit un léger bruit. Elle apparut au coin d'un mur, un morceau de pain à la main et son carnet sous le bras. « Tu es de retour, dit-elle, sans surprise. »« Je pensais que nous pourrions peut-être parler, » répondit Gabriel, sa voix plus douce que la première fois. La fille s'est approchée lentement. Gabriel sortit une barre de céréales de sa poche. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle en fixant l'emballage. « Ce n'est pas de la charité, c'est du partage, » a-t-il répondu. Elle hésita quelques secondes, puis accepta. « As-tu de la famille ? Quelqu'un pour prendre soin de toi ?» La fille secoua la tête. « Et tu ne vas pas à l'école ? » « Il ne me laisse pas entrer sans papier, » a-t-elle dit. Gabriel soupira. Quelque chose s'éveilla en lui. Il ne savait pas si c'était de la culpabilité, de la compassion, ou simplement un besoin de se sentir utile. « Et si tu vivais ailleurs ? Dans un endroit avec un lit, de la nourriture chaude et des livres ?» Elle le regarda avec suspicion. « Que veux-tu en retour ? » « Rien. Juste que tu es une bénédiction. » Elle n'a pas répondu. Les jours suivants, Gabriel revint 3 fois. À chaque visite, il parlait un peu plus. Il lui apportait des livres pour enfants, un nouveau cahier, des crayons de couleur. Elle lui montrait ses dessins, ses schémas et ses structures, des choses qu'il avait mis des années à apprendre. Elle les a dessinés sans effort, comme si elle pouvait déjà les voir dans sa tête avant même de les tracer au crayon. Finalement, Gabriel décide de contacter une assistante sociale, Véronique Valois. « Tu es sûre ? demanda-t-elle lorsqu'elle découvrit où vivait la fille. « Aussi sûr que je peux l'être, » répondit Gabriel. Véronique a parlé à Lucie, l'a examinée et a observé les environs. Ce n'était pas un protocole idéal, mais la jeune fille n'avait ni papiers officiels ni famille connue. Après 3 jours de procédure, de visite et d'entretien, elle a obtenu la garde temporaire pour 90 jours. Le matin où il est venu la chercher, Lucie n'avait qu'un sac en toile contenant son carnet et un vieux tas de morceaux de pain. « C'est tout ce que tu as ? demanda Gabriel. « C'est tout ce dont j'ai besoin, » répondit-elle sans émotion. Dans la voiture, grimpant vers les hauteurs de la ville, elle regarda par la fenêtre silencieuse. Une fois arrivée à l'immeuble, Gabriel lui offrit n'importe quelle chambre. Elle choisit la plus petite, au fond du couloir. Ce soir-là, lorsque Gabriel se rendit à la cuisine pour boire de l'eau, il la trouva endormie sur le sol près du réfrigérateur avec une serviette enroulée en guise d'oreiller. « Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit ? » « C'est trop mou. »« Je n'y suis pas habitué. » Gabriel n'insista pas. Il la couvrit délicatement d'une couverture. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il pensa qu'il avait peut-être encore quelque chose de bien à offrir. Les premiers jours furent entièrement consacrés à l'adaptation. Lucie se déplaçait dans l'appartement avec la prudence de quelqu'un qui se demandait si elle avait le droit de rester. Elle marchait en silence, mangeait sans lever les yeux de son assiette et remettait chaque chose à sa place. Gabriel l'observait de loin, sans la brusquer. Il avait déjà compris qu'elle n'était pas comme les autres enfants. Chaque matin, Lucie se préparait seule. Elle enfilait son nouvel uniforme scolaire, l'étiquette encore attachée, et partait sans dire grand-chose. Gabriel s'assura que son chauffeur l'attende dehors, mais ne l'accompagna jamais. Il ne voulait pas envahir l'espace fragile qu'il commençait à créer entre eux. L'école n'était qu'à quelques pâtés de maison. La première semaine, la directrice l'appela. « Monsieur Rivière, votre fille est spéciale. Elle parle peu, mais elle comprend tout. Et ses cahiers ressemblent à ceux d'une collégienne. » Gabriel esquissa un léger sourire, plus surpris que fier. Il la remercia et raccrocha. Ce soir-là, quand Lucie rentra, il la trouva dans la salle à manger, son carnet ouvert devant elle. Elle dessinait avec un crayon extrêmement pointu. En s'approchant, il aperçut un croquis, une sorte de pont avec des colonnes, des câbles et des mesures soigneusement inscrites le long des marches. « C'est toi qui l'as fait ?» demanda-t-il. Lucie leva les yeux. « Qui est-ce ? » « On t'a appris ça à l'école, » ajouta-t-il, curieux. « Je l'ai vu dans un de tes livres, » répondit-elle doucement. Gabriel reconnut le livre à la couverture bleue, c'était un vieux manuel sur les structures en béton armé. « Et tu comprends ce que tu dessines ?» insista-t-il. « Oui, pas tout, mais certaines choses, » répondit-elle avec assurance. Gabriel s'assit à côté d'elle sans un mot, se contentant de la regarder travailler.
Le lendemain, il lui apporta une règle, un compas et des feuilles de papier propres. Lucie ne dit rien, mais à la vue du nouveau matériel, son visage s'illumina une fraction de seconde avant de retrouver son air sérieux et concentré habituel. Petit à petit, les silences entre eux se remplirent de gestes. Gabriel commença à lui laisser de petits mots avec des défis, comme « dessine une maison avec 3 chambres et une cour » ou « dessine une chaise qui ne tombera pas même avec un pied manquant ». Elle répondait à chaque défi par des dessins détaillés et précis. Il n'y avait ni récompense ni compliments excessifs, seulement un respect mutuel grandissant. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Lucie lui parla sans lever les yeux de son assiette. « Toi aussi, tu dessinais comme ça quand tu étais petite » dit-elle doucement. Gabriel sourit. « Non, pas tout à fait. Mais oui, j'aimais déjà les plans, les lignes, l'ordre. J'aime l'ordre aussi, avoua-t-elle, comme si elle révélait un secret. » C'était leur première vraie conversation familiale. Quelques semaines plus tard, Véronique revint pour une visite de suivi. Elle fit le tour de l'appartement et posa des questions. Lucie répondit par monosyllabes, mais sans crainte. Elle s'assit à côté de Gabriel sur le canapé, son carnet posé sur ses genoux. « Comment te sens-tu ici, Lucie » demanda doucement l'assistante sociale. « Alors, tu veux rester » Lucie regarda Gabriel, qui ne répondit rien. Elle détourna le regard et murmura « Je n'aime pas qu'on me pose cette question. » Véronique referma lentement son dossier. « Je comprends » dit-elle gentiment. En partant, Gabriel l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Avant d'y monter, elle se retourna et dit « Je ne l'ai jamais vu aussi calme, mais cela ne garantit pas que l'adoption sera acceptée. » « Pourquoi » demanda Gabriel. « Parce que tu es encore en cours d'évaluation, et certains pensent que ta condition physique te limite en tant que père. » Gabriel pinça les lèvres d'agacement, mais garda le silence. Ce soir-là, il retourna dans la salle à manger. Lucie dessinait toujours. Elle leva les yeux vers lui et lui demanda doucement « Tu vas te lasser de moi ?» Gabriel se leva, surpris par la question. « Jamais » dit-il fermement, et pour la première fois, elle le crut vraiment. Un samedi matin, Gabriel se réveilla avant l'aube. L'appartement était silencieux, seulement troublé par les bruits lointains de la ville qui commençaient à s'animer. Alors qu'il préparait son café, il remarqua que la porte de la chambre de Lucie était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. Le lit était vide. L'espace d'une seconde, son cœur s'arrêta. Il traversa le couloir jusqu'au salon. Là, elle était assise par terre devant l'une des vieilles maquettes qu'il avait laissées à l'abandon pendant des années. Elle se concentrait, déplaçant de petits morceaux de carton avec une précision méticuleuse. « Il n'a rien remarqué » murmura-t-elle doucement, réorganisant les colonnes, ajustant les toits et reconstruisant la base avec des morceaux de bois récupérés dans une boîte à outils. Gabriel s'approcha en silence, observant chacun de ses mouvements. La précision, la logique derrière chaque ajustement, il était clair qu'elle ne jouait pas, qu'elle calculait. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il finalement. Lucie sursauta légèrement, mais ne se releva pas, « Votre maquette était mal faite. Le toit était mal réparti, il était trop lourd pour les supports latéraux. Si elle était réelle, elle s'effondrerait à la première secousse. » Gabriel fronça les sourcils de surprise et se baissa pour regarder de plus près. Elle avait raison. Ce qui semblait être une erreur mineure sur un modèle oublié, elle avait immédiatement identifié et corrigé le défaut structurel sans même connaître le modèle original. « Comment le sais-tu » demanda-t-il. « Je l'ai lu dans un de tes livres et je l'ai vu en vidéo sur le téléphone de l'école » répondit-elle. Gabriel la regarda comme s'il voyait un phénomène. Lucie n'était pas seulement intelligente, elle était intuitive, analytique, méticuleuse. Elle ne copiait pas, elle comprenait. « Veux-tu fabriquer ta propre maquette » proposa-t-il. « Je n'ai pas de matériel » répondit-elle avec hésitation. « Je t'en trouverai » promit-il. Elle le regarda avec une certaine hésitation. « Tu ne devrais pas toujours me donner des choses. »« Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement personnel » dit Gabriel fermement. Pour la première fois, Lucie baissa les yeux, ne sachant que répondre. Le même jour, Gabriel l'emmena dans un magasin de fournitures scolaires et artistiques. Elle ne demanda rien, mais toucha chaque objet avec précaution, comme si elle craignait de le casser. Gabriel remplit un panier de carton mousse, d'emporte-pièces, de règles, de colle et d'un support en bois. Lucie murmura un doux « merci » en quittant le magasin. Pendant la semaine suivante,
elle s'enferma dans la salle à manger tous les après-midi. À l'aide de capsules de bouteilles, de bâtons, de boutons usés et de morceaux de jouets cassés, elle combinait le tout avec une précision mathématique. Chaque soir, Gabriel passait et découvrait de nouveaux surplombs, de hautes tours, des passerelles flottantes et de petits toits parfaitement ajustés. Un soir, il s'arrêta devant son travail. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est une école » répondit Lucie sans le regarder. « La mienne. Celle-ci a de grandes fenêtres, une cour ombragée et un coin où personne ne vous dérange si vous ne voulez pas parler. » Gabriel ne savait pas quoi dire. Lucie lui montra une feuille de papier avec des mesures manuscrites. « Je ne l'ai pas trouvée dans un livre, j'y ai pensé toute seule. Et si on montrait ça à quelqu'un qui comprend ? » « Tu ne le feras pas, dit doucement Gabriel. »« Oui, mais j'aimerais que d'autres personnes le voient, pour qu'ils sachent ce que tu sais faire, insista-t-elle. Lucie hésita. « Et s'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne savent pas voir. » Cette nuit-là, tandis que Gabriel la recouvrait d'une couverture sur le canapé où elle s'était endormie, entourée de cartes, il comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'était plus une enfant comme les autres, et il n'était plus l'homme solitaire qu'il avait été. À partir de cette nuit-là, Gabriel décida d'établir une routine avec Lucie. Rien de rigide ni de forcé, juste de petits moments de partage. Elle l'accepta naturellement, comme si elle avait toujours attendu qu'on lui explique le monde plutôt que de le lui imposer. Chaque après-midi, après l'école et sa sieste de 20 minutes sur le canapé, Lucie s'installait à la table de la salle à manger avec son matériel. Gabriel arrivait avec son ordinateur portable ou ses vieux cahiers d'université. Il commençait par les bases, les proportions, les échelles et la résistance des matériaux. Mais bientôt, Lucie en redemanda. Elle voulait savoir pourquoi certaines structures résistaient aux tremblements de terre et d'autres non. Pourquoi certains ponts vibraient au passage d'un camion. Sa curiosité était insatiable. Pourquoi certains ponts s'effondrent-ils malgré leur conception, demanda-t-elle. Gabriel soupira. Parfois, ce n'est pas la conception qui est en cause, parfois, c'est l'entretien ou la corruption. Quoi ? Lucie fronça les sourcils. C'est stupide. Gabriel sourit mais ne dit rien. Un après-midi, alors qu'elle examinait de vieux plans, Lucie s'arrêta sur l'un d'eux en particulier. Il s'agissait d'un immeuble de bureau que Gabriel avait conçu 10 ans plus tôt. « C'est vous qui l'avez fait » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il. « Ils l'ont construit à Montelieu et vous l'ont payé ?»« Beaucoup » répondit-il. « Et pourquoi tu ne fais plus ça ?» La question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Pourquoi ?» Après un moment, Lucie baissa les yeux. Ils étaient aussi stupides que ceux qui cherchent à économiser sur le béton. Gabriel rit doucement, même si une certaine lourdeur persistait dans son cœur. Malgré cela, leur relation devenait peu à peu plus harmonieuse, plus naturelle. Lucie avait commencé à préparer le petit déjeuner sans qu'on lui demande, tandis que Gabriel, plongé dans son travail, rouvrait son logiciel de conception, revisitait d'anciens plans et prenait des annotations réfléchies, inspirées par sa présence. Un samedi, alors que Gabriel consultait ses emails au bureau, Lucie apparut, un dossier à la main. « C'est un projet » dit-elle simplement, sans plus d'explication. Curieux, Gabriel ouvrit le dossier et découvrit des plans architecturaux dessinés à la main, avec des mesures soigneusement calculées. Il s'agissait d'une proposition d'aires de jeux inclusives comprenant des rampes, des aires de repos et des jeux spécialement adaptés à l'accessibilité. « Comment as-tu eu cette idée » demanda Gabriel, stupéfait. « J'ai pensé à toi » répondit doucement Lucie. « J'ai imaginé ce que ce serait si tu étais un enfant. » Gabriel la regarda avec émerveillement. Ce n'était pas un dessin d'enfant ordinaire, c'était l'œuvre de quelqu'un qui comprenait vraiment le sens de l'inclusion et de l'empathie. « Alors, je peux être architecte » songea-t-elle. « Tu peux être ce que tu veux » lui assura Gabriel, mais Lucie ne répondit rien. Elle se leva simplement et se retira dans sa chambre. Gabriel resta planté là, le cœur battant, le dossier serré dans ses mains. Plus tard, alors qu'il partageait une tasse de thé sur le balcon, Lucie parla sans le regarder en face. « Je ne veux pas être viré. »« Qui va te virer » demanda Gabriel en se tournant vers elle. « Les adultes tirent toujours sur ce qu'ils ne comprennent pas » répondit-elle doucement. Gabriel sourit doucement. « Je ne te renverrai pas, même si parfois je ne te comprends pas » Lucie hocha la tête, comme si cette promesse suffisait. À cet instant, sans un mot de plus, ils se sauvaient mutuellement lui d'une vie sans but, elle d'une enfance marquée par la solitude.
l'atmosphère à la maison avait changé. Le silence oppressant qui pesait autrefois sur les murs s'était transformé en un calme confortable et partagé. Lucie remplissait les espaces vides de ses dessins, de ses questions curieuses et d'une présence calme mais déterminée. Gabriel commença à ressentir une sorte de routine ou une routine vivante, pleine de sens, qui lui donnait une raison de se lever chaque matin. Véronique, l'assistante sociale, venait toutes les 2 semaines pour suivre leurs progrès. Elle prenait des notes, posait des questions et observait leurs habitudes et leurs emplois du temps. Gabriel l'accueillit avec gentillesse, même si la tension lui serrait encore les dents. Lucie avait fait des progrès remarquables, particulièrement visibles le jour où elle avait vu Gabriel aider en cuisine. Elle est plus expressive, plus sûre d'elle, remarqua Véronique pensivement. Il ne devrait donc pas y avoir de problème avec l'adoption, non? Gabriel la regarda sérieusement tandis qu'elle fermait son carnet. Il manque encore quelques évaluations. Ce n'est pas si simple. Il y a des commissions, des rapports psychologiques et ta situation physique à prendre en compte. Mon fauteuil roulant pèse plus que les mois que nous avons passés ensemble, dit doucement Gabriel. Véronique ne répondit pas immédiatement. Elle dit doucement, n'attendez pas le rapport final à temps. Gabriel ne dit rien. Cet après-midi-là, il remplit les formulaires de demande de garde permanente. Il écrivit une lettre personnelle et sincère expliquant tout, comment sa vie avait changé depuis l'arrivée de Lucie, ce qu'elle représentait pour lui et l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Après avoir fini d'écrire, il se rendit dans la chambre de Lucie. Elle était assise par terre, entourée de papiers, en train de dessiner un pont en spirale. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Un pont sans début ni fin, pour que personne ne se sente obligé de commencer d'un côté, » a-t-elle répondu. Gabriel sourit chaleureusement. « Veux-tu rester ici pour toujours » Lucie cessa de dessiner et leva les yeux vers lui. « Tu veux ça » Plus que tout, a-t-il déclaré. Elle se remit à dessiner comme si leur conversation avait déjà scellé leur rêve commun. 3 semaines passèrent sans nouvelles. Gabriel luttait pour contenir son anxiété, et chaque fois que le facteur arrivait, son espoir s'enflammait, pour s'éteindre lorsqu'il n'y avait pas de lettre. Lucie feignit de ne pas remarquer son agitation, mais elle l'observait attentivement. Un lundi, de retour d'une réunion d'assistance sociale dans une école locale, Gabriel trouva sur la table une enveloppe provenant du service de protection de l'enfance. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre indiquait qu'après un examen approfondi du dossier et des rapports psychologiques, le demandeur ne remplissait pas les critères physiques et émotionnels pour assumer la garde permanente du mineur, Lucide Dumas. Gabriel répéta les mots plusieurs fois avant de laisser tomber la lettre sur la table. Lucie apparut à la porte. « C'est ça » dit-elle doucement. Gabriel essaya de se calmer, mais en vain. « Oui, ils ne me laisseront pas rester. » Il s'approcha lentement d'elle et lui prit la main. « Pas pour l'instant. » Lucie pinça les lèvres. « Et que va-t-il se passer ? » « On va t'emmener ailleurs. Peut-être dans une autre maison, peut-être dans un centre. » Lucie ne pleura pas. Elle prit une grande inspiration et murmura « Tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Mais ce n'est pas fini. Vas-tu continuer à me chercher ? Toujours. Ce soir-là, ils sautèrent le dîner. Lucie s'endormit sur le canapé, la tête posée sur le bras de Gabriel. Il resta immobile pendant des heures, regardant par la fenêtre, sentant quelque chose lui échapper, comme si l'air lui-même s'en allait avec. Le jour J arriva trop tôt. Gabriel n'eut pas le temps de préparer un plan ni de trouver des mots réconfortants. À 10 heures précises du matin, on frappa à la porte. C'était Véronique, l'air sérieux mais doux. Elle portait un dossier et un petit sac à dos pour Lucie. Il n'y avait ni policiers ni travailleurs sociaux agressifs, seule la loi leur interdisait de rester ensemble. Lucie était déjà habillée. Elle avait fait son sac en silence la veille, avec seulement son carnet, 2 crayons, une photo de Gabriel dont elle ignorait l'existence et une petite figurine en carton, le tout premier pont qu'elle avait dessiné avec lui. « Tu es prête » demanda doucement Véronique. Lucie hocha la tête. Gabriel se tenait près de la porte, les yeux rivés au sol. Sa voix était à peine perceptible, et il sentait l'air lui serrer la poitrine. Lucie s'approcha, le regardant avec ce calme ancestral qui le désarmait toujours. « Ce n'est pas pour toujours, n'est-ce pas ?» Gabriel secoua la tête et déglutit difficilement. « Je te le promets. » Lucie ne pleura pas. Il la serra fort dans ses bras, sans un mot, puis elle partit sans se retourner. Elle monta dans la voiture de Véronique et ils partirent.
La maison redevint silencieuse, mais cette fois le silence n'était plus réconfortant, c'était un vaste vide, un écho sans fin. Gabriel traversait les journées comme un robot. Il ne touchait pas à ses livres, n'ouvrait pas son courrier et ne répondait pas au téléphone. Il fixait la table à manger vide, la chaise vide, le crayon laissé sur l'étagère. Tout était douloureux. Une semaine plus tard, il ose enfin appeler Véronique. « Est-ce qu'elle va bien ?»« Oui, répondit-elle. Elle est dans un centre temporaire en attendant qu'on trouve un endroit plus adapté. Elle est calme, mais discrète. Elle dessine tout le temps. Puis-je la voir ? Ce n'est pas recommandé. Ils viennent de rompre. Elle a besoin de temps pour s'adapter. » Gabriel a raccroché sans dire au revoir. 2 semaines passèrent, puis 3. Puis, un après-midi, en ouvrant sa boîte aux lettres, il trouva une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée, le dessin d'une maison avec un fauteuil roulant devant une table remplie de plans. Dans un coin, il était écrit « Attendez ». Gabriel pressa le papier contre sa poitrine et sut, d'une certaine manière, que Lucie l'attendait toujours. À partir de ce jour, toutes les 2 semaines, il recevait quelque chose. Parfois un mot, parfois un nouveau dessin, jamais de mots, seulement des plans, des schémas, des ponts impossibles et des rampes flottantes. C'est devenu leur langage secret, mais les papiers ne suffisaient pas. Gabriel est allé trouver Camille, son ancienne assistante, une femme forte, discrète et digne de confiance, et lui a tout expliqué. Pourriez-vous la trouver ? Camille a attendu 1 semaine, puis a fini par lui dire « Je sais où elle est. » C'est un centre d'État dans le sud, mais les visites sont limitées. Peu importe. Dis-moi juste quand. 1 semaine plus tard, Gabriel s'y rendit. Il attendait sur un banc dans le jardin. Il ne pouvait pas entrer sans permission, mais Lucie le remarqua par une fenêtre. Elle descendit en courant et sortit dans le jardin comme pour une simple promenade. Ils ne parlaient pas, ne se touchaient pas. Ils restaient simplement assis ensemble sur le banc, comme 2 inconnus qui se comprenaient sans un mot. « Tu construis quelque chose ? » demanda Gabriel. « Toujours, » répondit-elle en sortant un morceau de papier plié de sa poche. « Est-ce pour toi ? » Il s'agissait d'un dessin d'une structure métallique articulée avec des mesures, des instructions et un titre, « Pour vos jambes ». Gabriel ne dit rien. Il la regarda, les yeux emplis d'émotion. Elle lui sourit, pour la première fois depuis longtemps. Après cette rencontre dans le jardin du centre, Gabriel a compris qu'il ne pouvait pas rester assis sans rien faire. S'il ne pouvait pas la récupérer légalement, il prendrait soin d'elle de la seule manière qui lui restait, en étant présent, même à distance, même en silence. Avec l'aide de Camille, ils ont commencé à organiser des visites discrètes de temps à autre. Camille était bénévole quelques jours par semaine au centre, apportant un sac à dos rempli de livres techniques, de feuilles blanches, d'outils de dessin et de lettres. Ce n'étaient pas des lettres ordinaires, c'étaient des messages codés entre Gabriel et Lucie, des croquis, des questions, des énigmes mathématiques et parfois des mots isolés comme « structure »,« soutien » et « mouvement ». Lucie répondait par des schémas manuscrits complexes, soigneusement cachés parmi les cahiers d'activités du centre ou sous des coussins. Gabriel conservait le tout dans un classeur noir, enfermé dans son atelier. Chaque nouveau dessin de Lucie obligeait Gabriel à rouvrir son logiciel de conception pour comparer, étudier et apprendre de ses idées. Il ne travaillait plus sous contrat, il travaillait pour et avec elle. Un après-midi, Camille annonça que Lucie était transférée dans un autre centre, plus au nord. Gabriel était dévasté. « Quand » demanda-t-il. « Dans 3 jours, » répondit Camille. Ils disent que c'est pour son bien, en moins d'enfants, plus d'ateliers, mais en réalité, ils veulent se débarrasser des cas qui ne correspondent pas au modèle. Gabriel comprit immédiatement. Ces transferts étaient des murs destinés à réduire au silence leur connexion, coupant les liens avant qu'ils ne puissent s'approfondir. Il ne pouvait pas l'accepter. « Je dois la voir une dernière fois avant qu'elle ne parte. » Camille hésita, mais accepta. C'était risqué, mais possible. Ils organisèrent une sortie scolaire pour le groupe du centre dans un parc en périphérie. Camille superviserait. Gabriel viendrait seul, comme un visiteur privé. Le reste leur appartiendrait. Ce samedi-là, Gabriel arriva tôt au parc et s'assit près d'un banc sous un arbre, un carnet à la main, le même carnet que Lucie avait utilisé pour corriger son premier modèle. 1 heure plus tard, le groupe est arrivé, des enfants en t-shirts assortis accompagnés de 2 éducateurs. Camille était à l'arrière, marchant lentement. Lucie aperçut Gabriel,
mais ne bougea pas. Elle rejoignit le groupe chargé d'observer les arbres. Camille en profita pour la guider vers Gabriel. « Tu as 5 minutes, murmura Camille. Lucie s'assit à côté de lui sans lever les yeux. « Êtes-vous au courant du transfert ?» « Oui, répondit Gabriel. Camille me l'a dit. Je ne veux pas y aller, mais je ne veux pas non plus que tu aies des ennuis. Je ne veux pas te perdre. Lucie sortit une feuille pliée de sa poche et la lui tendit. C'était un nouveau projet, plus difficile que les précédents. J'ai besoin de matériel, d'outils et de temps. Gabriel déplia le croquis. Il s'agissait d'un modèle rudimentaire d'exosquelette de jambes, dessiné avec une précision remarquable malgré des ressources limitées. Qu'est-ce que c'était ? Demanda-t-il en la regardant. Si tu ne me laisses pas revenir vers toi, alors je ferai en sorte que tu puisses venir vers moi. Sans attendre de réponse, elle se leva et rejoignit le groupe comme si de rien n'était. Gabriel serra le dessin contre sa poitrine, sachant qu'il ne pouvait pas arrêter le transfert, mais sachant aussi que Lucie ne laisserait pas la distance les séparer complètement. Le transfert fut rapide et discret. Lucie fut emmenée dans une camionnette gouvernementale, sans cérémonie ni au revoir. Le nouveau centre se trouvait à près de 3 heures de route, dans une zone rurale, où seuls des bénévoles et des enseignants ponctuels arrivaient. Pour la plupart des enfants, être oublié était une routine, mais Lucie refusait de se laisser envahir par cette atmosphère. Elle a créé un petit poste de travail dans un coin de la salle d'activité, en utilisant des boîtes vides, des chutes de carton, de vieilles vis et des jouets cassés. Son objectif était singulier, terminer le design. À chaque feuille qu'elle envoyait à Gabriel par l'intermédiaire de Camille, l'exosquelette prenait forme, tailles ajustées, suggestions de matériaux, notes sur les articulations, l'équilibre et la mobilité. Elle travaillait avec patience et précision, comme si elle construisait une partie d'elle-même. Pendant ce temps, Gabriel travaillait en parallèle. S'appuyant sur les plans de Lucie, il numérisa chaque élément, calcula les poids, estima les points de tension et consulta un vieil ami, un ingénieur biomédical, sans révéler d'informations personnelles. Il a montré le projet à son ami comme une entreprise sérieuse. « C'est vrai ?» demanda son ami. « D'où ça vient ?» Disons que cela vient de quelqu'un qui croit en mes jambes plus que moi. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? Essayez. Le premier modèle était lourd et encombrant. Gabriel tenait à peine debout en le portant, mais chaque essai lui apprenait quelque chose de nouveau. Chaque erreur le rapprochait de Lucie, comme si elle le guidait de loin, anticipant les obstacles. Un jour, Camille arriva avec un carton contenant une grande enveloppe jaune portant l'écriture délicate de Lucie. C'était la dernière version de l'exosquelette, accompagnée d'instructions détaillées, de mesures révisées et d'une lettre. Quand on tombe, on réessaie. C'est ainsi que marchent ceux qui ne sont pas pressés. Gabriel garda la lettre pendant de longues minutes avant de se rendre à l'atelier. Il travailla toute la nuit. Les jours suivants, il testa et ajusta le modèle. Ses jambes le faisaient souffrir, non pas à cause de sa blessure, mais à cause de muscles qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Chaque mouvement était une lutte, mais aussi une épreuve de foi. Au bout d'une semaine, il a réussi à faire 3 pas sans aide. Il transpirait et haletait, mais il était debout, seul. Il n'a appelé personne ni enregistré le moment, il a simplement regardé le plafond et a murmuré « J'ai réussi, Lucie, mais ce n'est pas suffisant. » Il avait besoin de la voir, de lui dire et de prouver que le pont entre eux était toujours là. Camille organisa une nouvelle visite déguisée en évaluation pédagogique. Gabriel se présenta comme évaluateur du programme technique du centre et entra avec des béquilles, sans exosquelette. Il ne voulait pas attirer l'attention. Lucie était assise à l'arrière et dessinait tranquillement. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent, mais elle resta immobile. Elle savait qu'elle ne pouvait pas courir vers lui. Gabriel s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Il fit 3 pas. Lucie le regarda, retenant ses larmes. Un seul pas hésitait légèrement. Ils sourirent tous les deux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, continuons, mais la prochaine fois, nous le ferons ensemble. » Lucie a sorti un nouveau dessin. « Alors je t'apprendrai à courir. » Gabriel ne dit rien, hochant simplement la tête. La promesse entre eux restait vivante, et les plans étaient devenus, plus que jamais, des cartes de leurs âmes. Le nouveau centre où vivait Lucie fonctionnait avec des règles strictes mais flexibles à condition que les adultes sachent s'y retrouver avec précaution. Camille avait gagné la confiance des dirigeants en se présentant comme une bénévole dévouée aux activités techniques.
Grâce à cette position, elle a maintenu le lien fragile entre Lucie et Gabriel, même s'ils savaient tous deux que le temps n'était pas de leur côté. À 11 ans, Lucie n'était plus seulement une enfant talentueuse. Elle était devenue un esprit agité, déterminé au-delà de son âge. Dans son coin d'atelier improvisé, elle dessinait des pièces, ajustait des angles et testait des matériaux provenant de foires ou filtrait des dons apportés par Camille. Chaque plan qu'elle envoyait à Gabriel devenait plus complexe. Il ne s'agissait pas de simples jolis dessins, mais de conceptions fonctionnelles. Elle leur a envoyé des instructions détaillées, découpez cette feuille au laser si vous le pouvez. Elle remplace l'articulation du genou. Elle est trop rigide. Faites en sorte que la cheville soit un pivot flexible, sinon vous ne pourrez pas tourner. Gabriel s'émerveillait à chaque accouchement, sentant son corps réagir de mieux en mieux. Mais ce n'était pas seulement l'appareil qui le soulevait, c'était Lucie, sa force, sa foi inébranlable, qui lui redonnait espoir. Un après-midi, lors d'un appel vidéo clandestin organisé par Camille depuis son téléphone caché, Lucie révéla le dernier module. Celui-ci remplaçait le support de hanche. Il était plus léger et, s'il était correctement installé, Gabriel n'aurait plus besoin de béquilles. Il étudia pensivement le dessin sur l'écran. « Et si je tombe ?» demanda-t-il. Lucie répondit avec une confiance sereine, « Alors on répare ça. »« Tu n'es pas en verre, n'est-ce pas ?» Il y eut un bref silence avant qu'elle ajoute doucement, « Toi, quand tu me dis que je peux encore rester ?» Mais avant qu'il puisse répondre, la connexion fut brusquement coupée. Bien que brève, elle fut suffisante. Gabriel savait qu'il était temps d'agir. Déterminé, il décida de se lancer dans la fabrication complète du prototype. Avec une partie de ses économies, il finança secrètement un petit atelier d'impression 3D sous un nom différent, évitant ainsi les questions indésirables. Cela lui prit plusieurs semaines d'efforts acharnés. Pendant ce temps, Gabriel entraîna son corps quotidiennement, retrouvant tonus musculaire, coordination et équilibre. Il tomba, se blessa, mais à chaque fois il se relevait plus fort. Un matin, alors qu'il ajustait une pièce fraîchement imprimée, un message urgent de Camille arriva. « Ils veulent encore te déplacer », prévint-elle. « Ils disent que le projet te prend trop de temps. Ils ne comprennent pas ce que tu fais. Tu dois faire quelque chose. » Gabriel ne répondit pas. Au lieu de cela, il ouvrit la valise où il avait rangé l'exosquelette terminé et le contempla en silence. « C'est le moment », murmura-t-il. Le jour même, Gabriel s'est présenté au centre en se faisant passer pour un membre d'une délégation d'évaluation académique. Il a utilisé son nom complet et sa réputation, il n'y avait pas de temps à perdre. Il a demandé à voir Lucie en privé. Malgré les hésitations du directeur, elle a accepté après avoir confirmé son identité professionnelle. Gabriel entra dans la petite pièce où Lucie l'attendait, assise, son carnet sur les genoux. Lorsqu'elle le vit entrer sans canne lentement et prudemment, sa bouche s'ouvrit de surprise. « Tu t'en es servi ?» dit-elle doucement. Gabriel s'arrêta devant elle et répondit, « Je l'ai fini, et ça a marché. Ça m'a relevé. » Elle baissa les yeux, puis sourit. « Je t'avais dit que je pouvais te soigner. »« Tu n'as pas seulement réparé mes jambes, Lucie, » dit Gabriel, la voix chargée d'émotion. « Tu m'as réparé. » Elle se leva, s'avança vers lui et l'embrassa sans crainte, sans lui demander la permission. Un geste impossible il y a des années, mais désormais inévitable. « On ne te déplace plus », déclara Gabriel fermement. « On va se battre ensemble. » Cette fois, Lucie le crut sans hésitation. Enfin, le lien entre eux reposait sur des fondations solides. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de procédures, de paperasse et de réunions. Gabriel était déterminé à obtenir la tutelle légale de Lucie cette fois directement, sans intermédiaire, détour ni promesse en l'air. Il a constitué un dossier complet comprenant des rapports médicaux documentant ses progrès physiques, des preuves confirmant le bon fonctionnement de l'exosquelette et des déclarations signées d'experts en mobilité et en éducation attestant de leur relation formatrice. Il a même présenté le projet de Lucie lors d'un salon technologique pour les jeunes, dans le cadre d'une exposition. Pourtant, malgré tout cela, rien ne semblait suffisant. « Que veulent-ils maintenant ?» demanda-t-il à son avocat, frustré. « Quel marathon ce sera pour elle de prouver que je peux la porter sur mes épaules ?» L'avocat répondit prudemment, « Ce n'est pas personnel, Gabriel. C'est le système. Ils ont du mal à accepter quelqu'un avec votre profil comme tuteur d'un mineur sans lien de parenté. » « Mon profil ? Quel est-il ? demanda Gabriel d'un ton amer.
Un fauteuil roulant et une fille qui réfléchit plus que bien des adultes. L'avocat baissa les yeux, il n'y avait plus rien à dire. Pendant ce temps, au centre, Lucie sentait l'atmosphère changer. Les coordinateurs ne lui permettaient plus de travailler librement. Ils lui interdisaient l'utilisation de certains outils sous prétexte de sécurité et confisquaient ses plans. Un jour, en rentrant de la cafétéria, elle trouva son coin d'atelier vide, tout son matériel avait été emporté sans préavis. « Pourquoi ont-ils fait ça ?» demanda-t-elle à un superviseur. « Parce que tu te concentres trop sur des choses qui ne sont pas adaptées à ton âge, Lucie. On veut que tu sois une fille normale. » Lucie répondit fermement, « Je ne suis pas normale. » Et ce n'est pas mal. À partir de ce jour, chaque soir, elle écrivait sur des feuilles volantes avec ce qu'elle trouvait, les cachant soigneusement. Elle gardait ses idées dans son sac à dos, mais savait que quelque chose allait se produire. La confirmation est venue lors d'une visite impromptue de Camille. Ils vont t'envoyer dans un foyer pour enfants dans une autre ville. Ils disent que tu as besoin d'un autre environnement. Et Gabrielle s'est vue refuser la tutelle. Lucie essaya tout en silence. Elle ne dit rien, baissa simplement la tête. L'après-midi même, elle écrivit un dernier mot à la main avec un stylo à billes presque sec. Le pliant en 4 et le fermant avec du ruban adhésif, elle le remit à Camille sans en révéler le contenu. Quelques jours plus tard, Gabrielle reçut le mot. Les mains tremblantes, il ouvrit le papier. C'était simple, un dessin de 2 pièces d'engrenage s'emboîtant parfaitement. En dessous, une phrase, « Si nous nous séparons à nouveau, ce n'est pas la fin, c'est juste une pause avant la prochaine conception. » Le lendemain, Gabrielle se rendit au centre sans prévenir. Il entra d'un pas décidé, demanda à parler au directeur, présenta des documents et argumenta avec passion. Mais en vain. La décision est déjà prise, monsieur Rivière. Puis-je vous dire au revoir? Je suis désolé. Le départ a eu lieu ce matin. Gabrielle partit sans un mot. De retour chez lui, il n'alluma pas la lumière. Il s'affala sur le canapé, serrant contre lui le carnet noir de Lucie, celui qu'elle avait laissé lors d'une précédente visite. À l'intérieur, parmi des plans et des schémas, se trouvait une feuille déchirée d'un cahier d'écolier avec une phrase manuscrite « Ne vous éloignez jamais de celui qui vous pousse en avant ». Dans ce moment de silence, la ville endormie et le cœur brisé, Gabrielle comprit que même si elle avait été de nouveau emportée, Lucie n'était pas partie. Elle l'accompagnait à chaque pas qu'il faisait et à chaque pas qu'il lui restait à faire. 2 ans passèrent. 2 ans sans la voir, sans entendre sa voix, sans un seul dessin, un seul mot, un seul indice. Camille avait été mutée dans un autre quartier et avait perdu contact avec le centre où Lucie avait été emmenée. Gabrielle la chercha seule, mais ne trouva que des obstacles, lois, excuses et bureaucratie. C'était comme si Lucie avait disparu. Pourtant, il refusa d'abandonner. Il continua à travailler sur des projets inclusifs inspirés de ses créations. Il présenta des prototypes de rampes adaptatives, une chaise à commande vocale et une structure mobile pour les enfants à mobilité réduite. Chaque projet portait une signature cachée, petite, comme une graine de ce qui un jour refleurirait. Puis, un matin de juin, la sonnette retentit à l'improviste. Gabrielle n'attendait personne. Il ouvrit et elle se tenait là, Lucie, plus grande, plus mince, les cheveux tirés en arrière en une tresse improvisée, un sac à dos en bandoulière. Elle avait 16 ans et son regard était le même, ferme, intense et plein d'une vie que personne n'avait réussi à éteindre. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle sans broncher. Gabrielle recula silencieusement, secouant la tête mais retenant des larmes qui menaçaient déjà de couler. Lucie entra et regarda autour d'elle. La maison était toujours la même, mais différente, plus sûre d'elle, plus grande, plus authentique. « Comment m'as-tu trouvé ?» réussit-il finalement à demander. « Votre nom figure au registre des brevets pour un modèle que j'ai reconnu, » répondit-elle en posant son sac. Ce n'était pas difficile. J'ai juste attendu d'être en âge de voler de mes propres ailes. Je suis maintenant légalement émancipée. Gabrielle s'adossa au canapé, sentant l'air revenir dans son corps. Et ça va, maintenant? Oui. Un silence s'installa. Tu restes, demanda-t-il, la voix brisée. Lucie sourit. C'est moi qui suis venu te demander. Cette fois, Gabrielle la serra dans ses bras sans peur, sans permission, sans limite. Il la serra fort, retrouvant une part de lui-même qu'il croyait perdue. Les jours suivants furent une période d'adaptation mutuelle. Lucie n'était plus la petite fille de ses souvenirs, mais une jeune femme avec ses propres idées,
ses propres emplois du temps et ses propres projets. Elle s'installa dans la plus petite pièce du fond, celle qu'elle avait toujours choisie. Elle accrocha ses plans au mur, dépoussiéra la vieille maquette du parc inclusif et commença à travailler sur le vrai projet. « On va le construire », dit-elle un soir. « Mais pas sur du carton. Je veux le faire pour de vrai. Tu sais comment faire, mais pas tout à fait. Mais tu le fais. » Ainsi commença une nouvelle routine. Ils travaillaient ensemble le matin, dessinant. L'après-midi, Gabriel s'entraînait avec l'exosquelette tandis que Lucie ajustait les pièces, améliorait les mouvements et ajoutait des capteurs simples pour surveiller la pression de ses pas. « Je ne veux pas que tu te contentes de marcher, » lui dit-elle. « Je veux que tu en profites. » Et elle a réussi. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés en secret, Gabriel fit 3 pas sans aide. Lucie frappa dans ses mains, Nien poussa des cris de joie. Elle marcha à ses côtés sans bruit, un sourire aux lèvres, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué, » dit Gabriel. « Quoi ? » ?»« La façon dont tu m'as appris sans mots, en me poussant sans me toucher. » Lucie s'arrêta, le regarda droit dans les yeux et répondit, « Je ne t'ai pas poussé. J'ai simplement marché à tes côtés jusqu'à ce que tu réalises que tu pouvais y arriver seul. » À cet instant, Gabriel comprit que le retour de Lucie n'était pas seulement la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau. Un cycle où ils marcheraient enfin ensemble. Gabriel avait déjà marché, mais jamais comme ça, la tête haute, le pas assuré et le cœur léger. Cette journée au parc avec Lucie fut plus qu'une promenade, c'était une déclaration silencieuse de tout ce qu'ils avaient construit et surmonté. Depuis, la routine familiale s'était transformée en un autre refuge. Ce n'était plus une solitude partagée, mais une dynamique vibrante. Lucie ne se contentait pas d'occuper l'espace, elle transformait chaque recoin par sa présence. Ils ont transformé l'ancien studio de Gabriel en laboratoire improvisé. Les murs étaient remplis de plans de formules, de coupures de revues scientifiques et les tableaux blancs étaient couverts d'idées surgissant à toute heure. Gabriel s'est remis à boire du café tout en dessinant, et Lucie a de nouveau utilisé le sol comme table et ses coudes comme règle. « Et si on utilisait des capteurs de pression au lieu d'accéléromètres ?» demanda-t-elle un jour en mangeant des biscuits au beurre. « Cela signifie-t-il qu'il faudra recalibrer le support de hanche ?» répondit-il sans lever les yeux. « Et si tu ne recalibres pas et que tout tombe en panne ? Alors tu recommences. » C'était le rythme, à la fois de la technologie et de la vie. Gabriel a commencé à parcourir de plus longues distances avec l'exosquelette. Au début, il avait besoin d'aide pour se tenir debout, mais Lucie a ajusté les supports latéraux pour le stabiliser. Elle a ajouté un système pour enregistrer ses mouvements et analyser ses progrès hebdomadaires. « Tu te rends compte de ce que nous faisons ?» dit-il un jour. « Cela pourrait changer de nombreuses vies. »« Je veux juste changer le tien d'abord » répondit-elle en baissant les yeux. Un matin, Lucie prépara le petit déjeuner. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait souvent, mais ce jour-là, elle dressa la table avec soin, du café pour lui, du jus pour elle, des toasts et des fruits coupés. Gabriel est arrivé, marchant sans aide et portant seulement l'exosquelette. « Est-ce qu'on fait quelque chose aujourd'hui ?» demanda-t-il avec curiosité. « Oui. Ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés dans ce vieil entrepôt. Tu t'en souviens ? » Je ne l'oublierai jamais. Ils mangèrent en silence. Puis Lucie sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « C'est une invitation. » Gabriel l'ouvrit. L'affiche, modeste mais claire, annonçait la foire scientifique pour les jeunes et le marché des projets phares, présenté par Lucie Dumas. « Êtes-vous prêt à montrer cela au monde ?» a-t-elle demandé. « Oui, si tu viens avec moi. » Gabriel sourit et accepta sans hésitation. Le jour de la foire, le gymnase de l'école était bondé. Lucie présenta son projet à un jury qui ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voyait. Mais lorsque Gabriel enfila l'exosquelette, fit 3 pas et parla d'une voix ferme et pleine d'émotion, le silence se fit dans la salle. « Elle n'a pas seulement construit ça pour moi », a déclaré Gabriel plus tard. « Elle m'a reconstruit. Ce n'est pas une enfant prodige, c'est une jeune femme qui a compris quelque chose que beaucoup d'adultes oublient, mieux vaut marcher avec quelqu'un que d'être montré du doigt par celui qui vous montre le chemin d'en haut. » Les applaudissements furent longs et sincères. Lucie ne rougit pas, mais ses yeux brillaient d'humidité. Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble. Gabriel portait l'exosquelette. Lucie marchait à ses côtés, calmement, sans hâte et sans peur. Le premier pas ne lui appartenait plus seulement, il leur appartenait à tous les deux,
et il n'avait aucune intention de s'arrêter. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette exposition scientifique. Lucie n'était plus une adolescente curieuse, mais une jeune femme à la voix assurée, au regard d'ingénieur et à l'âme d'architecte de connexion. Gabriel, pour sa part, avait recouvré bien plus que sa mobilité. Il avait retrouvé la volonté de se projeter dans l'avenir, d'en rêver et d'avancer vers lui, même si c'était lentement, parfois même douloureusement. Ensemble, ils vivaient dans une modeste maison en périphérie de la ville, loin du bruit mais proche de tout. Ce n'était ni un manoir ni un lieu impressionnant, mais ses murs portaient des souvenirs inestimables, des cartes tachées de café, des photos de leurs premiers pas, des lettres froissées et des dessins que Lucie avait faits à 7 ans, dormant encore par terre par habitude. L'atelier était devenu le cœur de la maison. Pas un jour ne se passait sans que Lucie invente quelque chose de nouveau ou redessine quelque chose d'ancien. Gabriel n'était plus seulement son professeur, mais son partenaire. Il apportait son expérience, elle, sa vision. « Je veux concevoir une série de prothèses pour que les enfants n'aient pas honte de les porter », lui dit-elle un après-midi en ajustant un engrenage. « Qu'ils les portent avec fierté, comme des ailes. » Gabriel hocha la tête, empli d'admiration et de tendresse. « Alors, ils doivent avoir sa forme. » C'était leur langage simple, pratique, plein de sens. Un jour, Lucie reçut un appel d'une fondation internationale soutenant les jeunes inventeurs. Ils avaient lu un article publié par Gabriel dans une revue universitaire, un article qu'il lui avait envoyé sans le lui dire et proposèrent de financer son projet. Ils l'invitèrent à étudier à l'étranger, à collaborer avec d'autres experts et à parcourir le monde. « C'est ton moment. Ton vol, » dit Gabriel pendant le dîner. Lucie baissa les yeux. « Je ne veux pas voler sans toi. »« Alors volons ensemble, comme toujours. » Elle n'en dit pas plus mais l'embrassa profondément. Ils ont décidé de rester, non pas par manque d'ambition, mais parce qu'ils comprenaient leur mission, le monde pouvait changer d'une simple maison remplie de plans collés au mur et de pièces éparpillées sur des tables. Au fil du temps, d'autres jeunes sont arrivés ou des garçons et des filles au parcours brisé comme celui de Lucie, certains en situation de handicap, d'autres au talent caché. Elle et Gabriel les ont accueillis avec patience, outils et questions. Il leur a donné ce que personne ne leur avait donné auparavant, de l'attention et l'espace pour échouer sans crainte. La maison était pleine de vie, de bruit et d'idées impossibles. Elle devint un petit centre d'invention où chacun construisait quelque chose, même sans savoir comment l'appeler. Un journaliste venu écrire sur eux a demandé « Qu'est-ce que c'est exactement que cet endroit ?» Gabriel réfléchit un instant, puis rougit. C'est la maison des pièces détachées, celle que le monde a jetée et qui enfin se reconstitue ici. Lucie le regarda sans rien ajouter. Elle retourna simplement à sa table, ajusta un écrou et dit « Il va nous falloir plus d'espace. » Gabriel rit et marcha vers elle, sans canne, sans peur et sans se retourner. Si cette histoire vous a autant touché que nous, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché, la force de Lucie, la transformation de Gabriel, ou la conviction que l'amour, la patience et le talent peuvent changer le destin. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Si vous aimez ce genre d'histoire, pleine d'humanité, de lutte silencieuse et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous aimerions savoir depuis quel pays vous regardez. N'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires et à nous rejoindre dans cette communauté qui transcende les frontières grâce au pouvoir des émotions.